Bonjour et bienvenue à tous. En ce qui me concerne, je suis Véronique Flambard et la vice-doyenne recherche à la FGES qui porte avec Sadia Benramous et Abir Karami cette quatrième édition du colloque Smart and Sustainable Cities. Et ce matin, nous avons l'honneur d'accueillir Carlos Moreno. Je vais quand même dire quelques mots, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà bien de réputation du moins. Donc Carlos Moreno est cofondateur et directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat, Territoire et Innovation. Il est professeur d'université et chercheur à l'IAE de Paris, Université Panthéon-Sorbonne. Il est aussi conseiller scientifique de la ville de Paris. Et j'oublie sans doute bien d'autres titres. Carlos Moreno a acquis sa réputation, donc une reconnaissance internationale pour ses travaux sur tout ce qui est les enjeux urbains. Et notamment, il est à l'origine du concept de ville du quart d'heure ou de quartier ou de ville complète. Donc, ce concept de quartier complet, d'ailleurs, a été repris par le réseau mondial des grandes villes qui sont engagées pour le climat comme une solution potentielle justement au changement climatique. Et il a montré toute sa puissance pendant le Covid-19 où on s'est rappelé à quel point la proximité était importante et à quel point nos modes de vie étaient susceptibles de changer sous l'effet de phénomènes systémiques majeurs. En juin 2022, il a lancé l'Observatoire des proximités, le Global Observatory of Proximity with the United Nations, et d'autres partenaires lors du World Urban Forum. And I will say welcome to everyone if we have some English speakers. This session will be in French, but other sessions during the conference will be in English. Et donc, nous avons le grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui à l'Université catholique de Lille dans le cadre de la Biennale Ecopos et pour ouvrir cette quatrième conférence. Avant de lui laisser la parole, je voudrais remercier toute l'équipe Ecopos qui est mobilisée, la fondation de la Cato et tous les collègues de la faculté de gestion et sciences qui se mobilisent pour essayer de partager leur passion avec vous et vous faire passer 4 jours mémorables et découvrir, pour ce qui nous concerne, donc tout ce qui est sciences sociales et sciences dures, on va dire. Sans plus tarder, j'invite Carlos Moreno à monter sur scène pour lui laisser la parole. Bien, merci beaucoup, merci pour cette invitation. Et c'est avec plaisir donc, que je vais aller directement au but. Cette présentation portera sur nos travaux de recherche, donc au sein de mon équipe à la chaire ETI, où je suis directeur scientifique, comme ça a été dit, IAE de Paris, Université Panthéon-Sorbonne. Je vais donc en parler, je crois que c'est prévu 1 heure pour ces masterclass, sur ces sujets qui a été évoqué en introduction, qui est comment nos villes et nos territoires peuvent faire face aux menaces qui se portent aujourd'hui, climatiques, économiques et sociales, et comment transformer nos villes ici et maintenant pour retrouver de la qualité de vie et de la résilience. Donc, dans ces mondes de transition qui sont aujourd'hui obligatoires pour faire face donc à ces défis, nous avons développé cette idée d'une révolution dans notre manière d'être usager de la ville, usager des territoires, autour d'une proximité que nous appelons une proximité heureuse dans des villes et des territoires dont l'heure
forme prendrait celle donc d'un polycentrisme différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc, je dis souvent, quand je suis invité pour évoquer ces sujets, que quelle que soit la place que nous occupions dans une ville, gouvernance locale, maire, président des métropoles, acteurs citoyens, acteurs économiques, acteurs académiques, recherche, finalement, la vraie question qui se pose pour toutes et tous, chacune, chacun, c'est s'interroger sur finalement dans quelle ville nous voulons vivre. J'ai dit souvent que dans les grands livres, dans les livres magnifiques de écrivain italien Italo Calvino, que je vous invite à lire, c'est un livre qui date maintenant, mais qui est absolument merveilleux et qui est une source d'inspiration permanente. Dans les livres Les villes invisibles d'Italo Calvino, il dit dans un de ses passages la beauté d'une ville, elle ne tient pas aux 77 merveilles qui peuvent se présenter face à toi, mais dans la manière comme elle peut répondre à 2 ou 3 de tes questions. Et finalement, tout est résumé dans cette phrase. Quelles sont les questions que nous nous posons par rapport à la ville et dans lesquelles nous pourrons être donc, comme diraient les sociologues et philosophes allemands, Hartmut Rosa, que je vous invite également à découvrir ou à lire, dans l'histoire sociale du temps, dans son livre Accélération et les plus récents Résonance, il dit ce qui se passe dans les villes, c'est qu'on a perdu la notion de la résonance dans les 3 dimensions de la vie, la nature, l'individu et les relations professionnelles. Donc finalement, c'est poser la question dans laquelle nous voulons vivre est la chose essentielle. Et cette question est d'autant plus aiguë que nous vivons doublement dans un monde majoritairement urbain, dans le monde entier. Nous sommes dans un continent, l'Europe, à 77% des urbains. J'étais avant-hier à Buenos Aires, 90% d'urbains en Argentine, tous les continents, Amérique latine et Amérique du Nord, 86%. Donc, dans un monde urbain, c'est que les villes soient grandes, moyennes ou petites, c'est les rapports que nous avons donc à la ville qui est aujourd'hui à explorer pour savoir qu'est-ce qui nous rend heureux et c'est quoi la qualité de vie. Mais le 21e siècle, ce n'est pas uniquement le siècle d'un monde urbain, c'est également le siècle d'un monde hyper connecté. C'est les siècles de l'hyper-ubiquité. Chacun de nous a facilement avec soi 2 ou 3 appareils qui nous rendent cette connectivité permanente. Donc, c'est un monde urbain hyper connecté et ça change énormément dans la relation que nous avons avec l'espace et avec le temps, puisqu'on consacre beaucoup de temps à nos bulles dans lesquelles nous plongeons en général, des bulles dont on voit la tournure que ça peut prendre. On le voit dans des élections nationales, dans beaucoup de pays, avec toutes les fakes et toutes les désinformations qui circulent. Et nous voyons donc comment, dans un monde urbain digital, finalement, comme dirait Aesop, quand il invitait son meilleur ami et qu'il avait de la langue par son cuisinier, et que quand il invitait son pire ennemi, il avait encore de la langue par son cuisinier, parce qu'avec elle, on pouvait faire les meilleurs et les pires. Finalement, avec le numérique, on est dans cette cas de figure, on peut voir les meilleurs et les pires. Les meilleurs peuvent être assistés dans une démarche d'exploration de la ville et des services, ou les pires, quand on peut être donc tout simplement dans un monde urbain dans lequel il y a de plus en plus de gens complètement déconnectés. Et donc, à perdre de vue la relation humaine, à perdre de vue les interactions sociales, à perdre de vue les interactions économiques qui se matérialisent par un lien humain, et à être donc ce qu'on appelle
dans une nouvelle façon de vivre que j'appelle donc les zombies geeks. Les zombies geeks étant les gens qui sont technologiquement hyper connectés, comme des geeks, mais socialement déconnectés, comme les zombies. Et on voit ce que ça donne. Donc finalement, aujourd'hui, la problématique urbaine est de trouver cette voie qui nous permet de garder à la ville une humanité dans toutes ses formes. Une humanité qui peut nous rendre une capacité à retrouver une dignité dans les trois axes que Hartmut Rosa évoque et qui reviennent donc à cette triple convergence écologique, économique et sociale qui correspond à la réelle définition d'un monde durable que nous allons apporter. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 2022 ? En 2022, il y a énormément de choses nouvelles. La première, c'est que depuis 2020, on parle donc du monde d'après. On parle d'une nouvelle normalité. Beaucoup de déceptions se jouent autour de cette nouvelle normalité que finalement, on ne retrouve pas parce qu'on est plongé dans une crise extrêmement profonde. Et cette crise profonde, en fait, elle part de la difficulté à retrouver un élan collectif. Un élan collectif, notamment dans nos villes, qui nous permettent d'être capables de régénérer donc, un comportement écologique, économique et social vertueux. Et c'est les grands défis qu'en anglais s'expriment très bien par le oui et par les mi, puisque en anglais, il y a une parfaite symétrie quand on met une barre horizontale. Et donc, dans ces défis-là, où les mi passent de l'autre côté pour devenir un oui. En français, c'est bien plus difficile de faire ce jeu de mots entre les nous et les moi. Mais on se pose la question, souvent avec mon équipe, comment est-il possible qu'un travail de recherche, comme nous faisons beaucoup, j'ai ici présent des amis chercheurs, Emmanuel est là, Emmanuel Pic, il y en a plein avec qui nous travaillons, notre rôle social, c'est de produire des idées, de produire des pistes à explorer, de produire des champs nouveaux. On travaille sur un sujet qui est les villes, mais nous ne sommes pas ni des hommes ni des femmes politiques, on est candidats à rien du tout, on est des explorateurs, donc des nouvelles idées, des nouveaux concepts que nous essayons dans une démarche de transmission qu'ils puissent irriguer et inspirer des gens pour lesquels, si déjà on a un petit pourcentage de nos idées, un 2 ou 3% de nos idées qui deviennent réalité, eh ben, on est content. Et là, il s'avère qu'une recherche démarrée en 2010, nous sommes en 2022, une recherche qui porte sur une bonne douzaine d'années, produit un concept qui est celui de la proximité heureuse, qui s'est traduit par une phrase lors d'une interview avec un journal en 2016, quand on me pose la question de comment je vois le monde urbain dans les années à venir après la COP21, et j'ai dit, pour moi, c'est surtout la mise en question de la relation entre l'espace urbain, l'espace territorial et les temps utiles qui sera la clé des années à venir si on veut combattre donc, la montée des températures d'une manière puissante et non pas s'enfermer dans des mesures techniques autour de la captation de CO2, sa séquestration, passer des voitures diesel aux voitures électriques, passer des matériaux permissifs à des matériaux à énergie positive, qui restent des mesures techniques, mais qui n'émettent pas en cause notre manière de vivre. Et moi, je dis lors de cette interview, la COP21 est une signature avec des accords de Paris entre les États, mais là où il y a la contribution de CO2, c'est surtout les villes, par nos mobilités et par nos bâtiments qui sont très mal utilisés. Et donc, je vois plutôt que être plongé uniquement dans la technocratie des smart cities et des technologies intelligentes, je vois plutôt un changement de nos modes de vie dans lesquels on se déplace beaucoup moins et on utilise beaucoup plus les bâtiments et dans lesquels on crée de nouvelles interactions sociales et économiques et dans lesquels la notion de voisinage soit mise à l'ordre du jour comme un des cœurs dans lesquels la ville peut battre et qui vient aérer la ville dans ses relations. Et donc, cette phrase qui est restée dans mon interview a été traduite dans un titre. Et donc, c'était marqué « La ville des quarts d'heure, un nouveau chrono-urbanisme ». Et
on voit que cette phrase qui sort d'une interview en 2016, en 2022, 6 ans après, fait le tour du monde, moi avec d'ailleurs, et partout dans le monde, dans tous les continents, sur toutes les latitudes, dans toutes les langues, dans des contextes culturels, sociaux, économiques, écologiques extrêmement différents, ça devient un axe fort qui devient à son tour une thématique des recherches. Des programmes de recherche sont lancés et spécifiquement sur la ville des quarts d'heure, des publications scientifiques. C'est devenu un domaine à part entière pour des gens qui travaillent soit sur l'urbanisme, soit sur la technologie, l'IA. Voilà. Donc, c'est intéressant de vouloir comprendre pourquoi c'est engouement et qu'est-ce qu'il y a derrière pour ne pas rester uniquement sur la phrase « la ville du quart d'heure » parce que finalement, dans notre état d'esprit, et je l'ai dit souvent, on s'en fout totalement que ce soit 15, ça peut être 8, 10, 12, 22, 28, 50, 32 même. Ça ne change absolument rien. Ce qui nous intéresse à nous, c'est de comprendre comment la forme urbaine et la forme territoriale, de manière indépendante de la taille et de la densité, peut accueillir des services multiples, dans une démarche de polycentrisme, reprenant cette phrase de Pascal dans les Pensées, où Pascal disait, mais il parlait des dieux, il disait Dieu est une sphère dans laquelle les centres partout et la circonférence est nulle part. Et donc là, on ne parle pas des dieux, mais on parle d'un monde urbain où la ville est omniprésente, où nous vivons partout dans le monde dans des formes urbaines. Et en paraphrasant Pascal, donc j'ai dit, les villes, finalement, c'est une sphère dans laquelle les centres doivent être partout et la circonférence nulle part. Pour illustrer, pour imager, donc cette notion de polycentrisme qui vient rompre avec plus de 70 ans, 80 ans des urbanismes segmentés, fracturés, ségrégatifs, issus de la charte d'Athènes, de Corbusier, dans les années 30, les zonings, qui a été renforcé après la Deuxième Guerre mondiale par un urbanisme basé essentiellement sur la séparation et donc les longues distances, dans lesquelles les zonings, le zonage est devenu donc des expressions architecturales et urbanistiques spécialisées. Et on a construit les zones d'activité économique, on a construit les quartiers avec des skylines, des buildings corporate, les centres-villes, les centres culturels. Et peu à peu, l'habitat également est devenu ségrégatif, avec souvent au nord des quartiers riches, au sud des quartiers pauvres, ou à l'est ou à l'ouest, ça dépend des configurations géographiques, mais avec une très forte ségrégation. Et donc, en fait, nous avons voulu changer cette forme urbaine dans le temps et dans l'espace avec une nouvelle trajectoire basée sur cette notion des polycentrismes fonctionnels, des mixités d'usage, des mixités des services, des mixités sociales, des réductions de mobilité imposées, d'aller vers des mobilités choisies et de régénérer la ville sur les plans économiques avec de l'emploi, de la localisation des activités, de l'interaction sociale, récupérer un espace public pour des interactions sociales, pour être résilient face à la montée du climat, pour avoir de la verdure, de la végétation, pour avoir des espaces publics où les femmes et les enfants et les personnes âgées peuvent être en sécurité, pour retisser des liens avec la démocratie participative. Et donc, cette démarche-là, qui est plutôt un cadre global, est devenu aujourd'hui, en 2022, un mouvement global qui a construit en fait une nouvelle narrative qui, avec des phrases simples, illustre une trajectoire nouvelle et qui parle avec le même langage à tous les acteurs de la ville, que ce soit des maires, des gouvernances locales, des acteurs économiques, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est le même langage et ça laisse la porte ouverte à des implémentations pour chacun dans son contexte. C'est ça qui a été salué il y a 3 semaines par UN Habitat, quand nous avons reçu donc
les parchemins d'honneur, qui est donc les prix mondial de l'innovation urbaine qui nous était accordé, parce que ce mouvement est devenu un mouvement mondial basé sur cette notion des nouvelles narratives. Des nouvelles narratives, j'ai un peu de mal, je crois que c'est là où je suis. Une nouvelle narrative, parce qu'en fait, nous abordons la notion de la qualité de vie. Quand on dit qu'il faut répondre à la question dans laquelle nous voulons vivre, nous répondons de manière très simple, il faut vivre là où on a une réelle qualité de vie. La ville dans laquelle nous voulons vivre est celle qui offre à chacune, chacun, quel qu'elle soit son âge, quelle qu'elle soit ses caractéristiques particulières et propres, il faut lui offrir une qualité de vie, une haute qualité de vie. Et en fait, tout le travail n'est pas autour des 15 minutes ou des 12 ou 32. Tout notre travail, elle est sur la redéfinition de la qualité de vie que nous avons appelée la haute qualité de vie sociétale. Et donc, c'est ça qui est important de le dire dans un lieu académique comme l'Institut catholique de Lille. C'est une recherche sur quels sont les invariants, c'est-à-dire les éléments qu'on doit trouver partout, quelle que soit la taille d'une ville ou d'un territoire, quelle que soit sa densité et quel que soit le contexte. Et nous nous sommes attelés à trouver ces invariants qu'on peut à ce moment-là agréger en tout temps et tout lieu pour offrir une qualité de vie qui soit en accord avec cette notion de dignité humaine, où à ce moment-là, on puisse s'épanouir individuellement, socialement et en harmonie avec la planète. Comme l'a dit à juste titre donc notre collègue Harmut Rosa dans Résonance, dans ses livres merveilleux. Et donc, en fait, quand on étudie la vie métropolitaine, la vie des villes, un peu partout dans le monde, on arrive à la conclusion qui s'affiche là et qui correspond donc à 3 éléments majeurs invariants des dégradations de la qualité de vie, qui sont les premiers, les longues distances qui se sont imposées avec les fils des temps. Mon ami Richard Sennett, anciennement de la London School of Economics et UN Habitat, dans la préface de mon dernier livre, il dit « La densité est une vertu là où la distance est devenue un vice. » Finalement, quand on voit la forme de ville après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on voit que la ville a été façonnée essentiellement par les infrastructures, avec un objectif essentiel qui était d'aller plus vite et d'aller plus loin, pour répondre à cette spécialisation qui s'est produite et qui a séparé donc les fonctions. Et on a offert la technologie pour couvrir ces distances, que ce soit avec des véhicules individuels, diesel en plus, que ce soit avec des transports en commun, et qui drainent toujours en plus à la même heure tous les gens, quels que soient donc les endroits où on se trouve. Et on a regardé donc comment dans les métropoles, de manière globale, dans la population qui travaille, on a autour de 70% qui, aux mêmes heures le matin et l'inverse le soir, se déplacent par des transports en commun ou des transports individuels en voiture diesel pour aller passer la journée en occupant même pas 17% du territoire. C'est ce qu'on appelle l'effet entonnoir, l'effet pendulaire, avec ces longues distances, des voyages très inconfortables, en voiture encore pire, l'effet diesel, l'effet des bouchons. Ça, c'est le premier constat. Et il s'est traduit également par un temps consommé, entre 2 voire parfois 3 heures, en fonction des configurations urbaines, qui représente au bout d'une semaine entre 10 et 15 heures uniquement passé à un transport en commun. Et donc, on a trouvé ça normal et on a accepté l'inacceptable. Et on a même des proverbes qui disent la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, et donc, on a accepté quelque part de perdre notre vie pour la gagner, puisqu'on me dit, quand j'ai mis en question cette manière de vivre en 2016, me dit Carlos,
c'est une utopie de vouloir rapprocher les gens. De toute manière, ils reçoivent une paye à la fin du mois, et même si ça leur a coûté beaucoup d'efforts, ils ont de quoi nourrir une famille. Et donc, on a accepté non seulement l'inacceptable en termes de perte du temps personnel, social et d'écologie pour la planète, mais en plus, on a accepté la perte de nos relations familiales et sociales, puisqu'on part tôt, on rentre trop tard, on va passer ses enfants, on ne connaît pas ses voisins, on est toujours pressé, on n'a que les week-ends pour se reposer, et ça enchaîne un cercle vicieux. Le deuxième élément, également lié au zoning, on a construit de manière monofonctionnelle, donc un bâtiment en usage. Résultat, dans une tâche métropolitaine, le constat il est simple, un bâtiment est fermé, 60% de son temps utile. Puisqu'il ne sert qu'une chose, en parfait état, payé, entretenu, maintenu, puisqu'il ne sert qu'une seule chose, donc il est utilisé à peine 40% de son temps, quel qu'elle soit le type de bâtiment, souvent public ou privé. Donc, vous imaginez les gaspillages de mètres carrés et de tout ce qui comporte un temps non utilisé par une proximité, en ressources qui sont dilapidées, un espace libre finalement qui ne sert pas. Troisième constat, la perte des relations sociales, la perte d'interaction par les effets qui se produisent des quartiers fantômes dans la journée. Là où on travaille, quand on les quitte le soir, c'est là où on a travaillé qui devient des quartiers fantômes. On n'a qu'à jeter un coup d'œil à la Défense pour ceux qui ont comme référence Paris, mais un peu partout. Et comment ça s'est aggravé avec la période Covid et post-Covid, et qui représente aujourd'hui les taux des vacances. Et hier, à la Défense, on était sur 18% des vacances, ce qui est énorme, des pertes d'exploitation qui sont de plus en plus importantes, mais qui vont de pair aussi avec une transformation de l'état d'esprit. Et donc, face à ces trois éléments, des longs trajets, des bâtiments mal utilisés et la perte d'interaction sociale, nous avons construit une nouvelle narrative qui repose comme une réponse à la convergence systémique de ces trois éléments en disant, eh ben, on arrête la massivité de ces longs déplacements pendulaires dans lesquels on est dans une situation confortable et on se propose de changer les rythmes de vie dans la ville. Donc, le chrono-urbanisme avec toutes les recherches mondiales qui ont été faites sur le sujet, un nouveau rythme dans lequel tout le monde se déplace pas en même temps, tout le monde ne va pas travailler à la même heure, au même moment, on ne rentre pas dans cette notion de saturation des infrastructures qui est notre ennemi commun, on étale notre présence donc, pour qu'elle ne devienne pas pendulaire, et on se met dans cette démarche de décentralisation, de désaturation. Le deuxième, la chronotopie, face au mono-usage des bâtiments, eh ben on dit la règle d'or, un lieu, plusieurs usages, et pour chaque usage, des nouveaux possibles. Et on voit qu'il y a des nouveaux possibles, qu'effectivement, une école qui est fermée les week-ends, on peut l'ouvrir pour qu'elle devienne un espace public à la place d'être fermée pendant le week-end. Qu'un café l'après-midi peut devenir une salle de cours de langue étrangère, tout en buvant un coup, et qu'on crée un modèle économique, rien que par les surconsommations, qui deviennent une commission pour l'association qui les gère et qui paye un coach, qu'une discothèque qui n'est ouverte que jeudi, vendredi et samedi, dans les meilleurs des cas, de 22h à 4h du matin, l'après-midi, ça peut être une salle de sport pour des jeunes avec la Zumba, avec un coach qui est capable de régénérer un modèle. Qu'un conservatoire peut accueillir d'autres activités également pendant le week-end de festival, qu'un stade peut accueillir dans les incubateurs des startups orientés sport, qu'un centre d'exhibition, un palais de congrès peut accueillir d'autres activités. Et on peut passer des heures et des heures rien qu'à évoquer ce qui s'est fait déjà par des idées qui viennent de cette exploration. Troisième élément, la topophilie, aimer les lieux. On a une grande désaffection pour l'amour des lieux parce qu'on vit donc, dans cette pendularité, on n'a jamais le temps de rien, on ne connaît pas son quartier. Et donc, on se plaint que ces salles
mais c'est nous qui sommes aussi sales parce qu'on préfère jeter par terre, parce qu'il y a insécurité. Donc, effectivement, on préfère voler un vélo qui n'est pas attaché comme un cheval avec son lasso. Donc, oui, la topophilie, c'est retrouver l'amour des lieux. C'est retrouver dans les lieux dans lesquels on considère que ça vaut la peine de s'en occuper, de les soigner, d'avoir une certaine fierté de l'identité des lieux dans lesquels nous sommes, la mémoire, récupérer les mémoires, les vécus, les passés, l'histoire, pour se projeter avec altérité et altruisme. Donc, chrono-urbanisme, chronotopie et topophilie, ce sont les trois éléments qui constituent la colonne vertébrale de ce que nous avons proposé pour aller vers un polycentrisme, une mixité sociale et fonctionnelle, non pas pour faire une ville intelligente, une smart city, mais pour faire tout simplement une ville dans laquelle les habitants soient heureux et que donc cette ville soit accueillante, elle soit heureuse. Et on en a absolument besoin parce que aujourd'hui, être heureux, ce n'est pas forcément évident. On alerte le scientifique depuis 40 ans, depuis les protocoles de Kyoto, sur les grands dangers qui pèsent sur l'humanité avec des changements climatiques. Après la COP21, on a eu un regain d'espoir sur une feuille de décarbonation à l'horizon 2050 et une réduction des 50% des émissions à l'horizon 2030. Nous sommes en 2022, il nous reste 8 ans. On est très, très, très loin du compte. Et bien sûr, on voit que la situation empire de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, de trimestre en trimestre, d'année en année. Chaque année, c'est la plus chaude. Chaque trimestre, c'est le plus chaud. Chaque semaine, la plus chaude. Ou alors, dans des situations rigoureuses, l'inverse, les plus froids. On les voit. Nous sommes aujourd'hui 26, 27 octobre. On a 30 degrés de température. C'est totalement anormal. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Ce n'est plus une question des risques climatiques. C'est une question d'urgence climatique. Je vous invite à lire avant-hier 2 rapports qui sont sortis en même temps. Le rapport des UNFCCC, qui est donc la Nations Unies, les frameworks pour le climat, qui dit qu'il y a un risque pour l'humanité d'extinction à la fin de ce siècle si nous sommes toujours dans cette trajectoire. Et 2, l'appel des 14 400 scientifiques à l'initiative de mes collègues de l'Oregon qui disent on est sur une trajectoire actuellement de 2,9 en augmentation de température qui nous paraît irréversible. Je vous rappelle qu'on était sur une trajectoire limitée à 1,5 et que nous sommes donc au double, ce qui signifie que irréversiblement, dans les 10 années qui viennent, il y aura certains endroits de la planète, tout simplement, qui ne seront pas vivables et qui touchent les villes, que nous ne pourrons pas vivre et habiter de la même manière, comme on le voit aujourd'hui, avec les températures extrêmes, les mouvements climatiques. Vous voyez dans cette courbe-là, donc cette réalité qui se présente à nos yeux. Mais les changements climatiques, effectivement, pour moi, a été les déclics quand cette recherche en 2010 a débouché sur, en 2016, la proposition d'un nouveau chrono-urbanisme. Mais en 2016, on est passé sous le radar. On m'a dit, Carlos, cette idée de la proximité heureuse des polycentrismes, c'est pas mal, mais c'est une utopie, ça ne se verra jamais parce que au cœur de l'activité humaine, c'est le travail salarié. Et donc, un travail salarié, ça signifie une acceptation des contraintes qui s'imposent. Et dans les sociétés modernes, la contrainte majeure, c'est aller là où le travail est possible. Et on ne compte pas ni les kilomètres ni les heures. On n'a qu'à prendre un bon bouquin. Et voilà, je disais tout à l'heure, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et donc, on a continué nos explorations des recherches en prenant 2 ou 3 quartiers à Paris, la ville où nous habitons, où ma chère est installée au niveau central. Et on a commencé à explorer des quartiers parisiens et on s'est aperçu que ce n'était pas non plus aussi impossible que ça, parce que dans un monde extrêmement numérique, il y a quand même finalement 40% des emplois qui sont dématérialisables et pour lesquels on peut changer le rythme de travail de quelques heures à quelques jours, en semaine, parce qu'on peut utiliser cette technologie et accéder à une autre relation avec son supérieur hiérarchique
et dans lesquels la productivité ne soit pas obérée, tout simplement parce qu'on télétravaille. Mais on nous a pas cru, on nous a dit, de toute manière, le télétravail, c'est des branleurs. Donc, nous, il faut que les gens soient là, parce que là, c'est comme ça qu'on vérifie que tout le monde est, et tout simplement pour régénérer une structure hiérarchique existante. Eh bien, OK, on est resté sous les radars. En 2019, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a trouvé que ce que nous disions n'était pas si déconnant que ça. Et il m'a dit, je vais quand même explorer ce que tu m'as dit, parce qu'il y a peut-être une manière d'attaquer la lutte pour le climat autrement. Et donc, en 2019, en novembre, il m'a dit, écoute, Carlos, je pense que ton idée va être les socles de ma campagne prochaine électorale en 2020, parce qu'il y a une manière, effectivement, de régénérer la ville avec des nouvelles centralités, avec des courtes distances, à changer les rythmes de travail, rapprocher les services de chez les gens. Et donc, il a annoncé en 2020 que ça serait la colonne vertébrale de sa campagne pour faire un big bang de proximité. Et on a fait une conférence de presse fin février. 15 jours après, il y a eu le premier tour des élections, donc le 16 mars. Et le 17 mars, eh ben, nous étions donc en lockdown. Tout le monde, toute l'Europe, tout le monde était en lockdown. Ça a changé fondamentalement les donnes. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'était au niveau… Pardon, j'ai un peu de mal avec… Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'était toute la planète qui était obligée de changer son mode de vie dans les villes. On s'en foutait à la limite de l'appartenance à un État-nation. C'était les villes qui étaient au cœur des mesures contraignantes pour venir rester bloqué chez soi, pour découvrir sa proximité, pour aller travailler, pour travailler à distance, pour explorer son quartier, parce qu'on n'avait pas le choix. Et c'est là, j'ai écrit un article pour le journal Le Monde le 21 mars, je pense, qui disait « Le Covid a montré la puissance des villes. À partir du moment où on met sous cloche les villes, qu'on ne peut plus sortir, qu'on ne peut plus aller travailler, qu'on ne peut plus aller au supermarché en voiture, qu'on est obligé de retrouver sa manière de vivre avec son voisinage, l'économie s'écroule. Et à ce moment-là, on voit la présence des villes au travers l'histoire. Et donc, j'ai fait un clin d'œil. J'étais hier à Varsovie, donc une ancienne ville d'un pays de l'Est. J'ai fait un clin d'œil en disant, dans notre planète, finalement, si on regarde juste une centaine d'années en arrière, on avait 3 royaumes et quelques républiques, mais il y avait déjà les villes. Et ensuite, j'ai vraiment du mal. En 1950, il n'y avait plus de royaumes, il y avait des républiques, mais il y avait 2 blocs, l'Ouest et l'Est, qui ne se parlaient pas dans des situations extrêmement compliquées, mais il y avait toujours les villes. Et en 2000, les États de l'Est ont disparu, il y a de nouveaux États qui sont apparus, certains tout petits, qui sont même plus petits que des villes. Je rappelle que la plus grande métropole européenne, c'est Londres, avec 14,5 millions d'habitants, qui est plus grande que 12 des 27 États qui conforment l'Union européenne et qui sont représentés à l'ONU. Et là, c'est juste une métropole. Et donc, on voit apparaître de nouveaux États, mais les villes sont toujours là, et même plus, les points bleus ont grandi par rapport donc, à ce qui était il y a 100 ans, mais on peut le faire il y a 200 ans, on peut le faire il y a 300 ans, on trouvera toujours ces villes. Et comme dit Saskia Sass, mon ami sociologue, qui a créé ces concepts des villes-mondes en 1992, en disant les villes, ça devient les centres des pouvoirs, les centres des régulations, les centres des productions, les centres des créativités, les centres des richesses et les centres des pauvretés. De manière visionnaire, Saskia avait posé en 92 le rôle des villes. Et donc, finalement, Saskia, elle dit, les royaumes, les empires, les États naissent, montent et disparaissent, tandis que les villes, elles restent et elles continuent à monter. Et c'est ça la réalité aujourd'hui d'une Europe dans laquelle, au-delà d'être un continent des États assez fluctuants, c'est surtout un réseau de villes qui sont étroitement reliées entre elles
Et sur cette cartographie, on voit la densité des villes. Le constat, il est extrêmement simple. Presque 60% des PIB de l'ensemble des 27 pays de l'Europe est porté par 145 villes qui constituent le cœur de la génération de ce PIB qui était jusqu'à aujourd'hui l'indicateur de notre croissance et de notre richesse. Et donc finalement, la question que se pose lors du Covid était quel est le rôle des villes aujourd'hui dans un monde dans lequel sa forme a été façonnée non plus par la puissance des États, mais par la présence des villes avec des États qui se cherchent et qui n'arrivent plus à se retrouver. Et vis-à-vis de la carte géographique que nous connaissons donc, du monde, ça c'est la vraie carte aujourd'hui. C'est Benjamin Hennings qui l'a faite à Oxford il y a 4 ans et qui représente avec cette anamorphose les rapports entre densité territoire qu'on voit donc sur augmenter à l'est et au sud et rétréci au centre et à l'est. On voit l'Europe rétrécie, les États-Unis d'Amérique rétrécis. On voit les taches jaunes qui concernent les métropoles de plus de 12 millions d'habitants. On voit le poids des gravités, les centres de gravité qui se déplacent de ce que nous avons connu comme domination de l'est-nord vers de l'ouest-nord vers le est-sud. Et on voit les difficultés que nous avons aujourd'hui, puisqu'il y en a très peu de taches jaunes, il y a à peine Londres, et donc on a les difficultés à nous faire une place, et c'est donc ce qui se passe aujourd'hui dans cette période de conflit. Et vous voyez également les petites lignes bleues qui représentent les fibres optiques sous-marines, les câbles qui traversent donc notre planète et qui, grâce auxquels vous avez Internet, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc. Ces câbles ils sont coupés et c'est la panique mondiale. On le voit parce que nous sommes pleins dedans. Je l'ai dit depuis plusieurs années. Là, nous y sommes. Vous avez vu il y a 3 jours, il y a eu un attentat pas loin de Marseille où 2 câbles ont été coupés et c'est déjà ce que ça représente comme bazar. Voilà. Donc finalement, aujourd'hui, on n'a pas le choix que de s'intéresser au sort des villes si nous voulons retrouver une planète apaisée. Et c'est la grande difficulté qu'ont les États, et j'intègre là-dedans notre pays, la France, puisque tant que nous n'avons pas une politique urbaine décidée et ambitieuse pour retrouver une décentralisation politique qui nous permette de créer une écologie, une économie et une vie sociale apaisée dans chacune de nos villes, on sera toujours en train de tâtonner avec des politiques étatiques qui se perdent souvent dans des manifestes de bonne volonté, mais qui n'arrivent pas à recréer un lien terrain avec les villes et les territoires, là où il y a la vraie vie des gens. Et on le voit très bien, rien que des points de vue électoral, l'espèce de dissonance cognitive, pour ne pas dire la schizophrénie, qui s'est produite avec des élections nationales, et je parle pour toute l'Europe et au-delà, dans lesquelles au niveau national, c'est les populismes nationalistes conservateurs qui s'imposent de plus en plus. Mais quand on a les élections locales, les gens ils votent pour celui ou celle qui est dans une proximité et qui offre donc une meilleure espoir d'une certaine qualité de vie avec des choses qui sont complètement différentes entre ces votes nationales et ces votes locales, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Hongrie, tous ces pays que je fréquente, où on voit cette espèce de grosses différences. Donc, le changement climatique joue un rôle majeur parce que tout le monde le voit et tout le monde le ressent, quel que soit l'âge. Le Covid, tout le monde l'a vu et tout le monde l'a souffert. Et donc, on voit que le Covid a laissé une trace majeure dans la manière, effectivement, de voir la vie et voir la vie dans la ville. On voit la génération de 20 à 40 ans qui ne veut plus travailler et comme avant, en allant tous les jours à son bureau pendant 2 heures en revenant. Toutes les enquêtes mondiales, Boston Consulting Group a fait 2 enquêtes consécutives sur 2 années, 2020-2021, 195 pays, 265 000 personnes. Vous pouvez la lire. Le résultat est sans appel. Les jeunes de 20 à 40 ans, ils ne veulent plus
avoir ces modes de vie, ils veulent travailler différemment, ils veulent même trouver un sens à la vie. Les gens, ils ne se précipitent plus pour faire des stages dans des corporates avec les costards, cravates, tailleurs, la mallette. Les gens, ils veulent retrouver un autre sens et un travail différent. Et moi, je l'avais dit à l'époque du Covid, 40% des emplois sont dématérialisables, mais 60% ne les sont pas. Ça veut dire qu'il y a 60% des personnes qui sont obligées de faire des grands trajets pendulaires parce que ce n'est pas dématérialisable. Un maçon, un plombier. Et qu'est-ce qu'ils voient aujourd'hui apparaître comme phénomène mondial? Ce qu'on appelle le quiet quitting, la démission douce, où l'enquête BCG, elle dit 68% des travailleurs non dématérialisables préfèrent démissionner et quitter leur travail pour trouver quelque chose de plus proche, avec moins de déplacements, que rester asservi à faire ces longs déplacements. Il y a quelque chose qui est en train de changer en profondeur. Ces modèles qu'on a eus pendant 70 ans, des bouchons, des voitures, du béton, des grands centres commerciaux, est en train de péricliter et les modèles économiques des villes sont en train de se transformer. Et les bons indicateurs, c'est quand il y a les acteurs de la ville, les secteurs du commerce, les secteurs du retail, par exemple, qui changent. C'est une conférence que j'ai donnée ici à l'Institut catholique, à HEI, pour les alumni un samedi matin. Il y avait une personne de la famille Muliez qui a écouté ma conférence, qui est venue me voir, qui m'a dit « Votre conférence était très intéressante et ça tombe bien parce que nous, famille Muliez, propriétaires de Auchan, de Leroy Merlin, de Decathlon, on réfléchit à un mode de commerce qui est en train d'effectivement de plonger avec ces grands centres commerciaux qui ont beaucoup de bâtis, beaucoup de surfaces et qui sont si peu utilisés. » Et ça a donné naissance, ici même, dans votre ville, à Lille, puisqu'il se trouve à Villeneuve-d'Ascq, à une nouvelle société qui s'appelle NHOOD, N-H-O-O-D, qui est l'acronyme de Neighborhood, en anglais voisinage, qui est une filiale de l'association de famille Muliez, qui s'occupe des lieux à mieux pour vivre mieux, c'est-à-dire pour transformer les grands centres commerciaux avec les cadastres, leurs surfaces et leurs bâtis, pour les faire devenir des tout petits lieux, avec des lieux pour loger, avec des lieux pour travailler, avec des zones vertes, avec des salles de sport, avec des lieux culturels. Voilà. Quel meilleur signe de transformation que celui qu'ici et que j'ai connu, puisque donnant une conférence, quelqu'un m'a écouté et est venu me voir pour dire « nous aimerions qu'on soit en relation pour réfléchir sur cette transformation ». Et 2 ans après, c'est une activité mondiale de cette famille Muliez qui est très présente ici dans votre région. Donc aujourd'hui, je dirais, on n'a pas le choix que d'accepter que notre mode de vie n'est pas durable, qu'il n'y a aucune chance que nous puissions survivre à la fin de ce siècle en tant qu'humanité si nous continuons avec ces modes de vie. Et que nos enfants, nos petits-enfants sont en risque aujourd'hui par ces modes de vie qui ne tiennent pas du tout la route. C'est pour ça que finalement, le Covid a donné un élan planétaire à cette approche de la proximité heureuse, polycentrique et multiservicielle. Et le 24 février 2022, nous avons eu la nuit dans laquelle la Russie a attaqué l'Ukraine en pensant l'envahir et plier les matchs en 15 jours, et hop, on y va, on fait comme on a failli la Crimée, n'est vu ni connu, ça va se faire. Finalement, ça ne s'est pas produit comme ça, et nous sommes rentrés dans une guerre à l'issue absolument incertaine, où 7 mois après, on ne sait toujours pas ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va devenir cette situation, mais en tout cas, les effets sont extrêmement clairs. On a une crise énergétique mondiale, on a une crise des matières premières, on a une inflation galopante et on a un commerce international totalement secoué. Quelle est la résultante? C'est que tout le monde parle aujourd'hui au niveau des États, des souverainetés énergétiques, les prix de l'essence en France qui frisent les 3 €, mais partout c'est pareil, et qui disent donc, oh, ben, écoutez, n'utilisez pas trop votre voiture, utilisez les télétravail, faites à distance, essayez pas acheter des produits importés qui viennent de loin, utilisez les produits locaux, ressourcez-vous dans votre proximité, dans des circuits courts, et mettez un pull plutôt qu'avoir les 21 degrés. Les pulls, tant qu'à faire, essayez de voir si c'est du commerce local, de l'artisanat local. De quoi on est en train de parler? On est en train de parler de cette proximité heureuse polycentrique dont nous parlons depuis 10 ans
et pour lequel on disait, oh là là, ça c'est les chercheurs, c'est de l'utopie, ça ne se verra jamais. Donc on a 3 éléments majeurs qui aujourd'hui constituent au niveau planétaire des raisons d'être de ces changements de paradigme. Un changement climatique qui était l'émergence climatique, un Covid qui n'est pas disparu et qui est toujours une alerte sanitaire par rapport à celle-ci ou la nouvelle variante ou la nouvelle zoonose qui viendra, et une guerre qui nous montre donc nos fragilités dans un monde qu'on croyait tous globalisé et donc fun, mais dont les interdépendances ne sont pas si fun que ça. Donc finalement, notre approche avec les proximités heureuses, elle nous ramène des réponses concrètes à une efficacité énergétique parce qu'on dépense moins d'énergie fossile, parce qu'on donne un boost à l'économie par plus de relocalisation, plus d'emplois, plus de circuits courts, et parce qu'on lutte contre ces dépendances malsaines avec donc des chaînes de valeur qui viennent d'ailleurs. Alors on m'a dit, mais tu sais Carlos, c'est très bien, mais c'est compliqué à faire, tu comprends nos villes. Auguste Perret, les grands architectes français, après la guerre, a totalement reconstruit la ville du Havre avec un nouveau matériau, donc le béton. Et un seul architecte a dessiné une nouvelle ville et les bétons sont devenus les matériaux par la suite utilisables, etc. On dit, tu sais, depuis Auguste Perret, les villes sont bétonnées, c'est compliqué, il vaut mieux bâtir loin et des choses nouvelles. Et donc, en fait, on se raconte des histoires parce que c'est une question de volonté politique, de la génération de nouveaux business models, la transformation de nouveaux mécanismes de création des valeurs et une transformation de nos modes de vie. Qui allait croire qu'à Valence, qui est la 3e ville de l'Espagne, on allait supprimer donc, cette autoroute à 12 lanes, à 12 voies, pour faire devenir un parc urbain comme c'est lui qui est en place aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas une vue 3D, c'est une réalité aujourd'hui. Vienne, en Autriche, une rue tout à fait lambda européenne que nous connaissons tous avec les traditionnelles voitures ventouses. On se promène aujourd'hui à Vienne un peu partout. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve cela. C'est quand même beaucoup mieux à vivre. Oslo, où j'ai des photos à ne plus finir, des infrastructures nouvelles ont été faites qui maintenant surplombent les routes automobiles, dédiées strictement aux voitures, mais j'ai la même dans d'autres endroits, ce n'est pas plus compliqué. Les Danois, pareil, à Copenhague, j'ai des photos à perte de vue. Björk Ingels, médaille d'or de l'architecture en France, il y a 3 ans, avec sa studio BIG, BIG. J'en ai plein d'exemples, mais celui-là, une usine d'incinération des déchets qui produit de la chaleur, de la vapeur, et qui est fait en pente, et qui est transformé donc en piste de ski, puisque Copenhague est un plat pays. Voilà, et donc c'est tout un quartier qui profite d'une infrastructure industrielle pour devenir une infrastructure sociale. Et c'est les Danois qui ont créé ce terme-là, l'infrastructure sociale, c'est-à-dire une infrastructure qui, avant tout, représente une utilité pour le bien commun, pour l'intérêt général. C'est quand même pas compliqué, il faut juste l'imaginer. Qui avait pu imaginer que la gare ferroviaire d'Utrecht, comme Amsterdam en 1992, Amsterdam 1992 était la ville au monde où il y avait le plus de mortalité d'enfants de moins de 10 ans par des accidents de voiture. Et les parents d'Amsterdam, avec des gens à La Rochelle et dans la ville de UK, Bath, ont créé un mouvement pour faire une journée sans voiture. Ça s'appelle la Journée mondiale sans voiture. Elle était à l'origine dans ces 3 villes. Et ça a généré un mouvement. En 1992, et 30 ans après, les moyens de transport
dans tous les Pays-Bas, essentiellement, c'est des moyens décarbonés avec des vélos cargo, des infrastructures dédiées. La moyenne du déplacement, c'est autour de 40 km aller-retour, jusqu'à 50 km, 70 km maintenant avec des voitures électriques, des cargos électriques. Donc ça, c'est la gare d'Utrecht, en multimodalité. Vous voyez les photos d'avant, c'était que des bagnoles. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un flot continu des vélos qui sortent et qui rentrent avec les multimodalités, avec des trains. Moi, j'aime beaucoup cette photo parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, Milan. J'étais il y a 3 jours là-bas. Et je travaille beaucoup avec les maires Giuseppe Sala, puisque c'était capitale de Lombardie, l'épicentre du Covid en Europe. Giuseppe, il a tout de suite compris en avril 2020 qu'il y avait une autre manière d'agencer la ville et que le Covid était une opportunité malgré les drames vécus là-bas. Et il a adopté la ville des quarts d'heure en avril 2020. Il a fait une conférence de presse en mai 2020 et il a lancé un programme de transformation extrêmement puissant. J'aime bien cette photo parce que vous voyez une image tout à fait banale de ce que nous avons dans les villes européennes, construites avec du béton, avec des voitures, avec des ronds-points. Essayez de traverser d'un coin à l'autre, vous mettrez quand même en danger un peu votre vie. Et voilà aujourd'hui Piazza Loreto. Piazza Loreto, c'est un des programmes de Reinventing Cities avec les C40, les réseaux mondiaux pour les villes. Et vous savez qui a dessiné les services de cette place? Qui a régénéré cette place parmi les acteurs? Eh bien, une société qui s'appelle Nude, qui est issue de la famille Mulliez dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est eux, un des artisans de cette transformation. Comme quoi, le monde est petit. C'est quand même plus sympa de traverser cette place que la précédente. Il y a quand même une qualité de vie qui est plus sympa. Et bien avant que je parle de la ville des quarts d'heure, mon amie Jeannette Sadiq Khan, qui s'occupait de l'urbanisme à New York, avait fait cette opération qui lui avait valu une impopularité monstrueuse. Tout le monde voulait mettre la tête de Jeannette sur une pique et faire les tours de New York avec, comme tous les maires qui osent entamer cette transformation et qui vont à l'encontre de ce que nous paraît normal. Une ville bétonnée, une ville de voitures, une ville dans laquelle on passe son temps à se déplacer et dans laquelle on n'a pas de services et qui nous oblige donc à courir en permanence. Donc, l'une des lieux iconiques des voitures, par ailleurs, à New York, donc au Times Square, en 2009, Jeannette l'a convertie dans une des places les plus vivantes de la ville de New York. Personne aujourd'hui, personne voudrait revenir à l'image de gauche. Voilà, puisqu'il y a quand même une différence dans les modes de vie. Cette photo est une ville dans laquelle j'ai beaucoup travaillé, Medellín. Et dans cette photo que j'ai prise moi-même il y a quelques années, au fond, il y a un escalier qui débouche donc sur une zone verte, en pente. C'était l'endroit où il y a 30 ans, il y avait les plus de cadavres par semaine à ramasser, puisque c'était Medellín, la ville de Pablo Escobar, de la mafia de la drogue. Et avec un travail en profondeur mené avec plusieurs maires et des amis très chers, on a entamé les transformations. Et là, vous voyez, les Métrocable a sauvé une entreprise française de la faillite, Poma, de Grenoble. Et donc, nos cabines de téléski, c'est donc des lignes de transport. Mais chaque station des Métrocable, c'est des lieux de vie. Et vous trouvez à peu près la configuration qui est là. Des écoles, des parcs, des lieux sportifs, des endroits pour les femmes, des endroits pour les jeunes. Voilà. On a reconfiguré la ville avec une notion de compacité, de multimodalité et des services de proximité. Voilà. Et donc, on a retrouvé une certaine envie de vivre. Bien sûr, ma ville, Paris, 4 ans de combats judiciaires acharnés contre les lobbies de l'automobile et 40 millions d'automobilistes qui voulaient garder une autoroute qui traverse Paris d'est en ouest. Ouah, 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 je veux ma voiture, ouah, 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 je veux ma voiture, ouah, 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 je veux ma voiture.
Qui voudrait aujourd'hui revenir en arrière quand c'est un parc urbain qui est plébiscité par non seulement les Parisiens, mais par des gens de partout qui viennent là-dedans. D'autant plus que même pour ceux qui font ouah, 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 je veux ma voiture, je veux ma voiture, entre janvier et février, il y a des inondations tout au long, parce que le changement climatique, la Seine monte de plus en plus, et donc déjà, il y a une bonne partie de janvier et février où l'image qu'on voit là est sous l'eau. Donc, c'est là où on se bat contre un inacceptable qui est devenu irrationnel, juste parce que je me considère un centaure, moitié homme et moitié femme, et moitié voiture, d'un monde qui est dépassé, d'un monde qui n'est plus raison d'exister. 53% des déplacements en France en voiture font moins de 6 km. Dans quel monde nous vivons par rapport aux ressources que cela demande, quand on peut le faire parfaitement et d'autres manières, rien que ces déplacements. Ce sont les enquêtes ADEME annuelles. Cette transformation, donc, je pense que c'est la rue de Rivoli en allant vers la Bastille. Il y a quand même une qualité de vie d'une autre nature. Et la tomographie qui est à votre droite, des professeurs Hillman de l'Université de l'Illinois, c'est donc la tomographie d'un cerveau d'un adolescent avant et après 20 minutes de marche à pied avec un genre d'oxygénation qui s'est produit dans son cerveau. C'est quand même une question de santé mentale, de santé physique. C'est ça aussi la qualité de vie. C'est pour ça, je vais commencer à atterrir vers la fin, 58 minutes viennent de passer, que nous nous battons pour reconsidérer une offre urbaine et territoriale basée sur la qualité de vie, parce que ce n'est pas impossible. On n'est pas dans l'improbable. On est dans les possibles. On est dans le faisable. Mais on est dans les changements de paradigme. Dans les changements de paradigme pour les gouvernances locales, pour les maires, présidents des métropoles, pour les secteurs économiques, pour créer des nouveaux business models, comme nous, on a su créer aujourd'hui des nouveaux business models, parce qu'il s'agence d'autres manières donc, de régénérer de la valeur, même marchande, pour régénérer également les voisinages, pour générer les liens sociaux, pour régénérer une écologie qui ne soit pas punitive. On ne punit personne là-dedans. On a juste une capacité à explorer nos ressources urbaines et territoriaux pour vivre de manière beaucoup plus apaisée. Et que ce soit dans des zones de très forte densité ou dans les zones de moindre densité, j'appelle la ville la forte densité, j'appelle les territoires les moyennes et faibles densités. À partir du moment où on réfléchit service pour satisfaire les besoins essentiels des habitants, nous changeons complètement. Parce qu'on n'est pas à se prendre en photo avec la nouvelle infrastructure qu'on a conçue. On est à être fiers et heureux de la qualité des services qu'on offre à chacun de nous. Ça ne sort pas. C'est un chemin. Je n'ai pas été dans mon coin l'inventeur de quelque chose d'absolument extraordinaire, unique. C'est un long cheminement dans le monde des penseurs et des faiseurs des mondes urbains, depuis les débuts du 19e siècle jusqu'à tout récemment, la géographie des temps de nos amis du nord de l'Europe qui sont en avance depuis très longtemps. Mais au cœur de ces chemins de pensée, on trouve Jane Jacobs, qui, activiste, écrivaine nord-américaine très engagée, à Chicago en particulier, a proposé ce concept donc de ville vivante. Et la ville vivante, pour Jane Jacobs, elle a écrit beaucoup de livres, mais j'étais marqué par cette phrase, une ville est vivante quand on a la possibilité des choix pour satisfaire ses besoins essentiels, sans être prisonnier d'un déplacement en voiture pour aller la chercher. Et Jane Jacobs a dit, une vraie ville vivante, c'est la ville dans laquelle, en tout temps et tout lieu, je peux avoir le choix pour satisfaire mes besoins essentiels. Et finalement, notre recherche a été celle-là. Une feuille de route pour changer un monde dans lequel on puisse avoir le choix. Parce que tout ce que vous voyez là, ce n'est pas des choix, c'est des obligations.
On a l'obligation de se lever tôt, l'obligation de faire 1 heure en aller, l'obligation de faire 1 heure au retour, l'obligation de prendre sa bagnole, soit parce que c'est une obligation matérielle, soit parce que dans notre tête, c'est devenu une obligation à prendre sa voiture tout seul et à se taper 1 heure, parce qu'on est persuadé que c'est ça la liberté. Parce que je suis tout seul dans ma voiture, j'écoute ce que je veux et personne ne m'embête. Mais en fait, non. On a créé des contraintes parce qu'on a cru que c'était la qualité de vie. Mais la qualité de vie, c'est autre chose. Ça, c'est des exemples concrets dans des villes qui nous sont proches. Les miroirs magiques à Nantes, j'ai parlé des Ménégies, j'ai parlé des pays scandinaves, là c'est Montréal, l'agriculture urbaine, des villes sinistrées comme celle à gauche, Bristol, qui est sortie de son état sinistre par cette démarche de proximité, avec des nouveaux outils administratifs et financiers. Ils ont créé les Bristol Pound, qui a été une monnaie locale, qui a su régénérer les tissus économiques avec une monnaie qui était interchangeable à partir du moment où on avait des produits de courte distance qui étaient achetés et dont les distributeurs s'engageaient à les fournir, et on payait des travailleurs d'intérêt général avec cette monnaie qui offrait en même temps moins de taxes à ceux qui jouaient le jeu. Donc oui, nous pouvons faire cette transformation, mais ce n'est pas une baguette magique. On ne transforme pas 70-80 années d'urbanisme, de béton ségrégatif spécialisé, des zonings fracturés, juste avec des discours et il y en a un mois ou un an. C'est pour ça que nous devons implémenter des méthodologies, des outils numériques, des outils de réflexion, des travaux participatifs, pour que, entre la ville et les habitants, on trouve le voisinage comme le cœur de notre capacité à régénérer la ville. Aujourd'hui, il n'y a pas de courrier de transmission entre la ville et les habitants, c'est les longues distances. Quand on met au cœur le voisinage de toutes sortes, les polycentrismes, à ce moment-là, on peut imaginer une autre manière de vivre, une autre manière de régénérer l'économie, une autre manière de générer des services. C'est ça que les maires du monde ont compris. J'étais à Buenos Aires la semaine dernière à la réunion mondiale du C40, les grandes métropoles mondiales qui sont alignées pour lutter pour le climat. Et ces régions mondiales, aujourd'hui, c'est les présidents et les maires de Londres, a épousé en juillet 2020 la ville des quarts d'heure comme paradigme pour la transformation de ces villes. C'est pour ça que ces concepts, on les retrouve à Séoul, on les retrouve à Busan en Asie, on les trouve à Hong Kong, on les trouve à Singapour, on les trouve à Bogota, à Buenos Aires, à Toronto, à Montréal, à Chicago, en Europe, donc à Berlin, à Barcelone, parce qu'il offre un cadre conceptuel, théorique et pratique, mais avec la flexibilité qui est celui de son application dans les conditions locales de chacun, avec sa culture et ses besoins locaux. En Chine, ça s'appelle les cercles de vie du quart d'heure. À Bogota, ça s'appelle los barrios vitales. À Montréal, ça s'appelle les quartiers complets. Bref, il y a plusieurs dénominations, mais c'est basé sur la même vision, sur une approche méthodologique commune, et après des implémentations qui sont très différentes. À Zurich, puisque la Suisse, on vote pour tout, c'est un pays d'une très grande démocratie participative, ils ont fait le 21 décembre 2021 un référendum sur la ville du quart d'heure pour approuver ou pas 33 nouvelles centralités. Ça a été 70% pour le oui, et donc le journal Le Temps suisse disait c'est la plus grande révolution urbaine en Suisse depuis 70 ans. Et vous trouvez plein d'implémentations très, très différentes. J'ai parlé des places à leur retour, mais en dehors de la place, vous avez 270 millions d'euros d'investissement en cours pour transformer les multimodalités et les accès aux services. Giuseppe Sala, il dit, avant la fin de ma mandature, chacun doit avoir, au niveau de la métropole, des services à moins de 15 minutes à pied ou en vélo. Buenos Aires a changé son code d'urbanisme pour intégrer la notion de proximité dans son centre. Au Mexique, je suis très fier, il y a une loi qui a été votée qui s'appelle la loi de 2,5. Ça signifie que pour tout projet de logement, les promoteurs immobiliers doivent signer une charte dans laquelle il est garanti, à moins de 2,5 km, une offre de services équivalente à celle des modèles que nous avons proposés. À Chengdu, c'est les master plans de la ville des quarts d'heure d'il y a 4 ans. Aujourd'hui, il y a 51 autres villes chinoises qui le déroulent.
dans une ville moyenne, en Tunisie, à Sousse. J'ai donné beaucoup de cours en Tunisie, beaucoup de cours aux écoles d'architecture et d'urbanisme. Une de mes élèves a pris cette idée. Elle est née à Sousse. Elle en a parlé avec les maires. Ça a donné lieu à un projet. Ce projet a été voté au conseil municipal. Un appel d'offres international. L'AFD a cofinancé le projet. Une société suisse a gagné les marchés, Urbaplan. Aujourd'hui, c'est en cours d'implémentation. Une toute petite ville rurale en France, coincée entre Avignon et Alès, Saint-Hilaire-des-Bretams. Le maire Jean-Michel Perret, il a descendu par Internet nos travaux, notre méthodologie, puisque tout est en open source. Il a mis ses équipes à bosser et il a implémenté dans sa ville de Saint-Hilaire-des-Bretams, la ville des quarts d'heure, le territoire de la demi-heure. Le 14 décembre, je serai là-bas, puisque l'Association des petites villes de France fait son assemblée générale avec des programmes cœur de ville avec la ministre Caroline Cayeux, et on va mettre donc au cœur de ce qu'on appelle le cœur de ville la démarche qui a été faite par Saint-Hilaire et qui aujourd'hui a été reprise par plein d'autres petites villes. J'étais avant-hier à Varsovie, j'ai donné une conférence dans une salle qui était absolument bondée de monde jusqu'au couloir, et à la fin de ma conférence, il y a un maire qui m'a dit, écoutez, je m'appelle Arkadiusz Pfeck, je suis professeur, je suis mathématicien, je suis maire d'une petite ville, je suis à l'Académie des sciences. Pareil, j'ai descendu par Internet votre méthodologie, j'ai fait travailler pendant 3 ans de mes équipes, et voilà, j'ai Plaiseux, qui est sa ville, une ville des quarts d'heure, et voilà. Donc, ce sont de belles surprises de la vie. Je vais finir en disant, voilà, la ville des quarts d'heure, c'est des polycentrismes, c'est des proximités. Et je vous dis, la proximité, elle n'est pas uniquement physique. Ce n'est pas que je dois être à 1 mètre de l'autre personne. Il faut interpréter les proximités en un sens large du terme. Nous avons un groupe de travail scientifique européen qui s'appelle les nouvelles proximités. Les derniers vendredis de chaque mois, dès midi à 1h, nous faisons une conférence par un de nos collègues. C'est les nouvelles proximités parce qu'il y a les proximités physiques, mais ça ne suffit pas. Il y a des proximités émotionnelles, les proximités affectives, les proximités linguistiques, les proximités des goûts. Et donc, les proximités, c'est cet ensemble-là. Les nouvelles technologies, l'ubiquité, et aussi on met au service de ces proximités. Quand on le fait par Zoom à distance, quand on peut faire de la téléconsultation, quand on peut faire de la télééducation, quand on peut faire de l'enseignement à distance, de la culture. Mais il y a également la mixité sociale, la mixité fonctionnelle. La mixité sociale, c'est apprendre à vivre dans les quartiers, comme on le fait à Paris aujourd'hui, dans les 7e arrondissement, où quand le ministère de la Défense s'en va et il laisse un énorme bâtiment, eh ben, on intègre le logement social avec des gens qui gagnent le SMIC. Et effectivement, les gens du 7e arrondissement font la gueule, parce qu'il y a Mouloud, il y a Laïla, il y a Pedro, il y a Pépita, voilà. Et ils disent, mon quartier, ben non, voilà, c'est ça la mixité aussi. Il faut être capable d'eux. Quand la Samaritaine a été de nouveau réagencée en tant que bâtiment et des commerces, ben, il y a eu, pareil, je crois qu'il y a 48 logements sociaux. Et quand Mouloud et Boueur est arrivé là, vous avez des gens qui ont commencé à hurler également. Quand on a installé en face du Louvre un hôtel qui était transformé en accueil pour des réfugiés, eh ben, ça hurlait aussi. La poste des Louvres, faite par Dominique Perrault, c'était la poste la plus importante avant, même, ça existe avant la Révolution. Et ben, aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus de courrier dans cette quantité, donc il a été réduit et ça a été implémenté en multiservice. Il y a une école, il y a un petit supermarché, il y a une bibliothèque, il y a un hôtel, il y a des restaurants, il y a des activités, il y a des logements sociaux. Pareil, quand on a installé Laïla et Pedrito, ces gens-là ne sont pas comme nous. Voilà. Donc, la mixité sociale passe par là et parfois les barrières ne sont pas. Donc, on est contre la ghettoisation, mais dès qu'on veut la mixité, les gens disent, ah, non, ils ne sont pas comme nous. Voilà. Combien de fois, moi-même, je m'appelle Carlos Moreno, je suis né en Colombie, je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans, je suis un réfugié, comme il y en a plein d'autres qui meurent en traversant, pas loin d'ici, décalé en Angleterre. Combien de fois on m'a dit, si tu es aussi malin que ça, va en Colombie, ils ont besoin de toi, et laisse-nous Paris tranquille, et laisse-nous la France qu'on aime parce qu'elle est éternelle. Donc, on est confronté à toute cette espèce de conservatisme que nous avons qui empêche de bouger. Quand on me dit, mais Haussmann a dessiné Paris, on n'a pas besoin d'aller transformer.
Mais moi, j'ai fait un programme avec la chaîne radio RFI cet été, avec les Tuanzang de Haussmann. Vous savez combien il faisait dans les combles où habitent des étudiants avec des pioles entre 12 et 20 mètres carrés? Il faisait 45, parce que c'est Tuanzang. Allez leur dire que vous allez juste les peindre en blanc, parce que ça reflète un peu. Ah oui, Paris est éternel, Paris est éternel, on n'a pas le droit. Paris, c'est Paris. Donc, il y a un conservatisme très ancré en nous qui fait qu'on soit bloqué dans nos têtes par rapport à la transformation. Mais Haussmann, quand il a transformé Paris, quand il a enfui la Bièvre, quand il a changé les quartiers, les Champs-Élysées, ce n'était pas un rond-point avec des voitures, les Champs-Élysées, c'était un hippodrome. Et ce qu'il y avait à la place de l'Arc de Triomphe, c'était un espèce d'arc mauresque d'ailleurs. Et les gens venaient pique-niquer. Et ça a été changé, effectivement, quand sous Louis-Philippe, Haussmann a transformé Paris et il a fait tous ces bâtiments en enfilade avec des grandes avenues parce qu'il fallait lutter contre les insurrections, parce qu'il y avait la commune. Et donc, ça permettait d'avoir des bâtiments en enfilade, des grandes avenues, parce qu'on pouvait passer les chars à canon. Donc, on pouvait tirer contre les gens qui protestaient. C'est ça l'origine de ces grandes avenues avec ces bâtiments, avec un enfilade. C'est comme ça, l'urbanisme en Afrique du Sud, c'est pareil. En Afrique du Sud, on faisait des grandes avenues parce que les Noirs, quand ils descendaient des townships, on pouvait avec un hélico les suivre et on pouvait les arroser tous sans aucune difficulté. C'est ça, c'est ce urbanisme-là qu'il faut transformer. Mais Haussmann n'a pas connu 45 degrés dans les trucs là-haut. Et donc, nous, on le connaît aujourd'hui. Et donc, quand on dit on va végétaliser, on ne peut pas parce que Haussmann a dit que. Donc, on a aujourd'hui, voilà. Les proximités, ce n'est pas uniquement toucher mon voisin. Les proximités, c'est être capable de voir une ville dans sa complexité, dans ses interactions. Et voilà. C'est pour ça qu'on dit la ville des quarts d'heure, peu importe que ce soit 15, c'est devenu un gimmick, les gens aiment ça, voilà, tout le monde a eu son quart d'heure d'Édouard des Andy Warhol, donc voilà, c'est les quarts d'heure d'Édouard de la ville des quarts d'heure, mais ça passera un jour. Mais ce qui restera, c'est le fait qu'on aille vers une forme urbaine polycentrique, vers des proximités multiples, vers de la mixité sociale fonctionnelle pour changer les interactions sociales et économiques de la ville, vers une densité indispensable pour mutualiser. Il faut lutter contre la promiscuité, mais la densité, il faut la garder parce que ça permet de mutualiser les services à condition que ce soit une densité organique. Les anglo-saxons, ils disent une gentle density, une densité gentille. Et l'ubiquité, parce qu'avec la technologie, on est capable de faire effectivement beaucoup plus de services qu'on ne faisait pas avant, à l'époque de Jane Jacobs. 1h15, donc je peux vous parler autant que vous voulez. Je ne m'appelle pas Fidel Castro, mais je connais les latinos qui se laissent aller, donc on va s'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. J'allais demander si on prenait quelques questions, mais je vois que je ne sais pas s'il y a quelques questions ou si on libère Carlos Moreno après cette présentation passionnante. Oui. Merci beaucoup, Carlos, pour cette présentation éclairante et qui rappelle que si on a construit les villes comme on les a construites, on peut aussi les construire autrement. Donc, voilà. Je voulais revenir sur la question du polycentrisme sur laquelle tu as beaucoup insisté. Si on considère que les villes que nous connaissons aujourd'hui, en fait, l'organisation urbaine spatiale que nous connaissons aujourd'hui, est aussi le produit d'un système productif et d'une organisation de la production, etc., qui a poussé à la concentration parce que la production avait besoin de cette concentration. Si on parle de polycentrisme dans l'espace urbain, qu'est-ce que ça veut dire quant à l'organisation et à la structuration du système productif? C'est une très bonne question, je dirais même au-delà, c'est une très bonne réflexion, hein, c'est une réflexion d'actualité. Et je vais te répondre, je vais essayer de faire de manière courte, mais c'est vraiment un sujet quasiment à part entière. Hein.
l'acte productif est la ville, hein, puisque effectivement, on l'a dit, notre manière de produire a façonné les villes. Hein. Si on prend Paris métropolitain, par exemple, tu vois parfaitement pourquoi le 93, finalement, est le département le plus pauvre de France, pourquoi le 92 est le département le plus riche de France. Et on voit très, très vite l'impact du système productif, puisqu'on a installé des usines dans le nord de Paris, puisque les vents faisaient que c'était l'endroit où ça gênait les moins, les cheminées, toutes les émissions de gaz, etc., à l'échelle de Paris. Si on les avait installés à l'ouest, donc on aurait eu les fumées, les gaz, les cheminées, etc., qui seraient remontés. Et donc, tu as le 93 avec des usines qui ne sont plus aujourd'hui, qui n'existent plus. Donc, l'immigration qui a été ramenée pour être productif, il y avait toutes les grandes usines, des voitures, etc. Et l'ouest qui était, qui est resté donc plutôt dédié avec des pavillons, des hôtels particuliers, et ensuite la défense qui est venue amener cette espèce de productivité à col blond qui pue pas, qui salit pas, donc avec les skylines de la défense. Et aujourd'hui, on voit très bien, donc au bout de 50 ans, c'est que ça donnait comme forme urbaine. Donc un département sinistré des 93 avec cette concentration d'immigration qui aujourd'hui est des troisième génération, avec toutes les difficultés culturelles, néoculturelles, hein, avec la renaissance, l'islamisme radical qui vient s'installer là, etc. La défense qui n'a plus de capacité pour être un centre productif, puisqu'elle s'est vide. Donc, on est à moins de 20% de ce remplissage, mais on n'est qu'au début. Là, les résiliations des grands centres de production à la défense sont très importants. Donc, des sociétés comme Engie, Groupama, Société Générale et d'autres résilient les baux qu'ils ont parce que maintenant, ils décentralisent. Groupama, où avant, les gens venaient travailler dans des tours qui étaient la CV21, l'ancien tour de Suez, aujourd'hui, ils sont installés d'autres lieux en Île-de-France et ils disent aux gens, bah, vous habitez des côtés des Chenevières et à l'est, bah, à ce moment-là, vous venez travailler du côté des mers de la vallée, 4 jours sur 5. Et comme ça, mais avant, ces gens de Chenevières, ils s'allaient à la Défense. Ils font partie des cadres qui prenaient leur bagnole et qui traversaient la Seine d'ailleurs, parce qu'à un certain niveau, on ne se mélange pas avec la population du métro. Donc l'acte productif est en train de changer avec des exemples comme ceux-là et avec la dématérialisation. Donc ces emplois des types Groupama, ces emplois Société Générale, effectivement, ces emplois dématérialisables. Donc on peut les adapter à des formes urbaines nouvelles avec ce qu'on appelle la décentralisation du travail. Et ça c'est partout en Europe, on le voit bien. La forme urbaine est en train de changer avec des nouveaux modèles économiques qui sont sortis. Donc, WeWork, qui existe depuis quelques années, ReSpace, qui existe aussi. Bouygues a lancé également son propre système de coworking virtuel. ICAD a lancé donc également WeWork. Donc, on voit apparaître tout un tas de nouveaux modèles qui est un mix entre des gens qui font des lieux, donc comme Bouygues ou comme ICAD, mais qui offrent des nouveaux espaces de travail, ou WeWork ou ReSpace, qui est un mélange des investisseurs dans les bâtiments et des investisseurs dans les équipements de bureaux pour virtualiser, mettre des clouds, faire que quand on arrive à un bureau, quel qu'il soit, on soit connecté. Avant, il y avait l'open space à l'intérieur de la tour où on venait. Maintenant, c'est une espèce de open work où, quelle que soit la localisation physique des lieux, quand on arrive, c'est comme si on était dans un open space de la grande tour où on était avant. Donc, ça généralise. Hein. Donc, il y a une enquête passionnante, deux enquêtes passionnantes. Il y en a une qui a été faite par International Workplace, les IWG, qui est l'organisation mondiale qui fédère les acteurs de l'immobilier de corporate du travail. Et il est passionnant de cette enquête, elle a été faite en 2021-2022, et ils disent clairement cette phénoménologie. Je n'ai pas participé du tout, j'ai eu les résultats, mais c'était assez sympathique parce qu'ils disaient les jeunes des 20 à 40 ans qui travaillent, ils veulent plus se déplacer
au-delà d'un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'ils veulent gagner en qualité de vie. Par contre, ce qu'ils voudraient, c'est que quand il y a des vacances, ils prennent des vraies vacances, c'est-à-dire qu'ils sont déconnectés de tous ces appareils-là qui sont de l'enfer, parce qu'on est serviable en permanence, jour, nuit, week-end, surtout après le Covid. Et à ces moments-là, est-ce qu'ils veulent se couper complètement et voyager très loin? Voyager très loin, prendre l'avion, aller dans des lieux d'autres langues, d'autres cultures, etc. Donc, je pense que ça, c'est un mouvement très pérenne qui est en train de changer la forme de la ville. Aux États-Unis, où c'est un peu différent la relation avec l'espace urbain, on assiste à l'émergence de ce qu'on appelle les Zoom Towns. Les Zoom Towns, ce sont les villes moyennes qui accueillent des jeunes qui viennent s'installer pour travailler à distance. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un taux d'usage du Zoom ou de travail à distance qui est absolument incroyable. Et en France, il y a un autre phénomène sur les villes moyennes qu'on appelle la birésidence, voire la très-résidence. C'est-à-dire des gens qui travaillent des mardis à jeudi dans un lieu et par contre, des vendredis à lundi, habitent dans ces villes moyennes. Donc à Caen, à Rennes, à Angers, au Mans, à Troyes, et qui se retrouvent donc à 1 heure d'une grande agglomération. Et donc, de mardi à jeudi, ils sont dans les grandes villes, et des vendredis à lundi, ils sont en mode week-end un peu plus décontracté, mais ils travaillent quand même. Et on appelle ça la birésidence, et on appelle la très-résidence quand on arrive dans la tranche, on va dire, des 30 à 45 ans, et dans lesquels les gens ont des recompositions familiales. Donc, souvent, les gens, en plus, il faut qu'ils s'occupent des gamins parce que c'est en alternance, il faut aller les chercher, etc. Donc, on appelle ça la très-résidence. Donc, c'est très intéressant comme phénoménologie du monde urbain et qui est en train de changer. Là où tu évoques aussi, c'est la situation par rapport aux gens où ce n'est pas dématérialisable. L'ouvrier dans une usine de production, voilà, tous les gens qui ont les fils à la patte en quelque sorte. Et là, c'est assez intéressant. J'ai discuté énormément avec Don de Peugeot, donc, qui est une grande usine à Poissy, que nous avons tous connue. J'ai donné une conférence là-bas au cadre des PSA Monde, on va dire, connectés. Et je suis allé dans cette usine, et l'usine était quasiment vide, en fait. Et donc, il me disait que il y a quand même une difficulté, c'est que les gens ne veulent plus aller travailler dans des lieux uniques où ils passent la journée, dans la semaine. Et les gens ne veulent plus. Et donc, vous le voyez dans beaucoup de métiers, hein, dans la restauration, vous voyez les statistiques actuellement. Hein, donc, les nombres d'emplois qui ne sont pas pourvus en France, parce que ce sont des emplois physiques où les gens s'est déplacés, les gens ils préfèrent trouver autre chose. Voilà. C'est les quiet quitting, la démission douce, où les gens qui font strictement ce qui est prévu, mais pas plus. Donc, parce que ça n'a plus de sens pour les gens. Voilà. Donc, je pense que c'est une phénoménologie. Je suis en train d'écrire mon prochain livre autour de ces sujets-là, Emmanuel. J'espère le sortir en février-mars. C'est exactement autour de ça. On vient de lancer une thèse dans notre équipe, uniquement autour de ce sujet-là, qui est donc résilience aux défaillances des quartiers corporate. Mais je pense qu'on va plus vers la défaillance que vers la résilience. Madame. Ah, pardon. Je crois qu'il y a le micro avant le monsieur, mais… Oui. Alors, comme ça, on fait l'alternance des genres, un homme et une femme. On redonnera, monsieur. Merci pour le micro. Oui, comment envisagez-vous la place du monde rural dans ce monde de villes polycentriques connectées? C'est une question passionnante. Hein. J'ai écrit un texte qui s'appelle Ville et campagne. Moi, j'étais moi non plus. Hein. Donc, c'est une réflexion que je garde toujours en tête. J'ai mis exprès l'exemple de Saint-Hilaire-de-Bretagne, hein, parce que Saint-Hilaire, c'est 15 km². Hein. C'est 4500 habitants. Hein. Donc là, coincé entre Avignon et Alès. Hein. Donc, c'est vraiment la campagne. Et là, je n'ai pas mis l'exemple, mais on travaille avec des maires de Triport, Jean-Michel Morer. Triport, c'est un mou. Et là, c'est vraiment un petit patelin. C'est encore plus petit hein, que celui de Saint-Hilaire-de-Bretagne. Mais bon, j'en ai plein d'autres exemples. Hein. Donc, en fait, on peut répondre de plusieurs manières. Je vais essayer de faire la manière la plus courte, mais il y a plusieurs manières. Il y a une manière désobligeante. Je vais commencer par celle-là.
parce que je l'ai dit un peu dans l'article, moi, ville et campagne, j'étais moi non plus, il y a une manière un peu désobligeante quand on le localise dans un pays. J'ai parlé de la France, ou j'avais parlé des Amériques latines. Je vais commencer par les Amériques latines, comme ça, on est désobligé un peu partout. Et quand j'ai quitté la Colombie à 43 ans, donc j'avais 20 ans. Quand je quittais la Colombie à 43 ans, il y avait 30% d'urbains et 70% des ruraux. Donc la ruralité était le cœur de la vie économique. D'ailleurs, toutes les guérillas qu'on a connues, et toute cette espèce des mythes autour des guérillas, etc., ce n'étaient pas des mythes, c'était des vraies questions sur la propriété de la terre et l'exploitation de la terre. Qu'est-ce qu'on cultivait, comment on les cultivait, est-ce que c'était des grandes exploitations, des petits paysans, et c'était les paysanneries qui étaient à la pointe de la contestation. 43 ans après, donc je le disais, j'étais la semaine dernière là-bas et demain soir, je serai de nouveau là-bas, où je donne une conférence aux maires des grandes capitales de la Colombie. Et là, j'ai donné une conférence à Buenos Aires devant les maires du monde. L'Argentine, c'est 92% d'urbains. 92% d'urbains. C'est-à-dire qu'on est à l'asymptote, on est à la limite de ce que l'urbanisation peut avoir. Il reste 8% du rural. Et en Colombie, où je suis né, on est à 82% d'urbains, 18% de ruraux. Donc, on voyait que le poids du monde rural dans ces pays-là n'a plus rien à voir. Donc, on est face à des villes qui, là-bas, ont grandi de manière spectaculaire dans les derniers 40 ans. Il y a eu le taux le plus fort. Et dont la moitié souvent dans l'informalité, parce que c'est les paysans de la ruralité qui sont partis dans les villes. Et donc, les bidonvilles, les favelas, tout ce que vous connaissez. Bogota est une ville qui fait aujourd'hui entre 7 et 8 millions d'habitants, et probablement entre un tiers et la moitié, c'est uniquement de l'informalité des quartiers. Donc, le poids de la ruralité a beaucoup changé. Et donc, les villes qui sont restées rurales, les petites villes, en fait, leur qualité de vie, il faut le dire, elle reste plutôt une très bonne qualité de vie. Quand on parle de la ruralité, c'est-à-dire des gens qui vivent liés à la terre et à la productivité de la terre. Quand on regarde en France, vous lisez cet article-là, quand j'ai fait cette recherche-là, sur 40 ans, les poids économiques de notre ruralité a chuté de manière extrêmement forte. Les poids des PIB de la ruralité en France, il est inférieur à 3%. C'est-à-dire que nous vivons dans les mythes d'une certaine ruralité des années de notre époque. Mais aujourd'hui, son poids économique, il est inférieur à 3%. 97% des PIB, c'est celui du monde urbain, en fait, de la productivité. Les conflits, la situation aujourd'hui n'est pas liée à la ruralité. On n'a pas de grandes difficultés. Et donc, nous, on fait avec les régions, je l'ai fait en Occitanie, on a un concept qui s'appelle les territoires de la demi-heure. Les territoires de la demi-heure, c'est la même chose qu'on a vu sur la ville des quarts d'heure, sauf que, comme c'est sur des territoires plus vastes avec des moyennes et faibles densités, il faut aller chercher ce qu'on appelle des nouvelles fermetures. Donc, on fait un polycentrisme rural, en fait. Et donc, on vient partager les services. Et on utilise beaucoup la mobilité. Les marchés sont mobiles, les téléconsultations, ce n'est pas des téléconsultations, mais avec des camions mobiles. Et on régénère ce qu'on appelle des théâtres à la demande, ou des théâtres chez les gens, ou des lieux sportifs qui sont mutualisés. Plutôt que chaque commune faire sa piscine et son terrain de sport, il y en a un qui fait la piscine, l'autre fait le terrain de sport, on met une navette entre les deux, on fait des navettes partagées, des voitures électriques, etc. Donc, je dirais que la ruralité, pour nous, ce n'est pas un grand problème. C'est plutôt les chaînes alimentaires qu'il faut transformer. Parce que les chaînes alimentaires en France, il faut le dire aussi, avec tout le respect que j'ai pour la famille Muliez avec qui je travaille, il a quand même été plus ou moins squatté par les grands distributeurs qui étranglent les petits producteurs avec les prix inversés, etc. Leurs marges sont quand même difficiles et ils n'arrivent pas à vivre. Les producteurs de lait de son lait, les producteurs de salade de sa salade, etc. parce que les prix sont tirés à la baisse. Donc, d'où l'importance de réaménager tout ce qu'on appelle les PAT, les points alimentaires des territoires, pour avoir d'autres modèles économiques qui différents, celui du centre commercial, qui est pratique pour des gens parce qu'ils vont en bagnole, ils font leurs courses pour 15 jours, mais on tue les petits producteurs finalement à la fin. Donc il faut
il faut le régénérer. Mais la ruralité, en soi-même, ces modèles-là s'adaptent assez bien. Là où on a le plus de difficultés culturelles, c'est ce qu'on appelle, moi, ce n'est pas mon truc, je ne l'appelle pas comme ça, mais je vais utiliser, entre guillemets, ces mots, qui est la périurbanité. C'est-à-dire les gens qui sont coincés entre la ville et la campagne. Donc, le banlieue, voilà, les gens de rond-point, comme on les appelle. Voilà, où on trouve les gilets jaunes, tous ces gens-là qui sont explosés. Pourquoi? Parce que, en différence de la ruralité qui arrive à vivre mal que bien dans son îlot productif, la périurbanité, il n'y a aucune autonomie productive. La périurbanité, c'est les pourvoyeurs de main-d'œuvre, des main-d'œuvre qui se trouvent souvent à 45 minutes en voiture, les cas typiques des gilets jaunes, et qui vont travailler en métropole, que vous avez ici à Lille. Hein, donc, quelqu'un disait qu'à Lille, il y avait une géométrie totalement irrationnelle des points de vue mathématiques, parce que la distance pour arriver à Lille, en temps, n'était pas la même quand on sortait. Donc, dans un sens, donc c'était multiplié par 2, tandis que si on sortait, il était divisé par 2, parce que les gens ils viennent ici plutôt qu'aller ailleurs. Donc, la périurbanité, oui, c'est un vrai problème, puisque la périurbanité a un modèle qui ne répond pas ni à une armature territoriale maillée, comme j'ai évoqué par rapport aux ruralités, et ni est intégré vraiment dans un fait métropolitain du quart d'heure. La périurbanité, elle est un peu dans les flous, et vous le souffrez ici. Hein. Donc, je travaille beaucoup ici, notre chef travaille beaucoup avec Béthune, donc la Cabalère, la comité d'agglomération de Béthune-Bruay et Artois. Et nous développons ces modèles de territoire de la demi-heure, la ville du quart d'heure, dans toute l'agglomération de la Cabalère. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec Olivier Gacker. On est en train de faire les nouveaux projets de territoire. Après le départ de, rappelez-moi, l'usine, merde, j'ai oublié les noms. Exact, Bristol. Donc, ils sont barrés. Il y a tout un pan de la productivité qui est perdu. Ça devient de plus en plus un lieu de dortoir. Et la Cavalère, c'est intéressant parce que vous avez 127 communes, 270 000 habitants, et la ville-centre qui est Béthune, elle a 30 000. Donc, vous avez une ville-centre qui fait à peine 10% de l'ensemble de la communauté d'agglomération. Et une agglomération à 127 communes, ça veut dire que chaque commune a un maire et un conseil municipal. Je veux dire que quand on réunit tous ces mondes-là, ça fait du monde dans un gymnase, hein, parce que nous, on fait des réunions avec eux. Hein. Et là, on est en train de construire, et vous le verrez dans les tout prochains jours, hein, ça fait quand même bien 18 mois qu'on bosse. On fait un projet de territoire pour la Cabalère, basé sur le polycentrisme foncier. Tout ce que vous avez vu là, vous allez le retrouver dans ces projets territoriaux pour la Cabalère. Sur la métropole lilloise, j'ai peu d'expérience, parce que malgré toutes mes propositions, on n'a jamais vraiment abouti à structurer un travail. Voilà. Mais par contre, on a démarré un travail à Dunkerque, parce que Dunkerque était une ville très industrielle, donc toutes les parties productives que tu évoques, Emmanuel, elle est très présente, mais également très étalée, avec des différences sociales plutôt importantes. Ce qui fait qu'il y a des nouvelles mobilités à Dunkerque. C'est une des premières villes en France où le transport est gratuit, par exemple, pour faciliter des nouvelles liaisons. Voilà. Mais en France, on va dire de manière globale, ce qui donne des fils à retordre, c'est la périurbanité où on a du mal à avoir des vrais projets des territoires périurbains parce qu'ils sont toujours entre deux eaux. Okay, merci beaucoup. I allow myself to ask the question in English. It's easier if it's okay. Yeah, it's okay. So my question is, and I think you pointed towards this a couple of times, to what extent are all these changes that are necessary for all these challenges we face are possible within our current neoliberal economic system, or to what extent we have to change our neoliberal economic system to achieve these aims, which are based on free trade, consumerism, the bottom line. And I think the example you just mentioned about companies just leaving, or manufacturers just leaving to go to where it's cheaper to produce, to what extent does this face a challenge in your framework? And I think you pointed it also to when you talk about the inequalities that come with this plan, because if there's 60% that are currently living in urban spaces, that it's much harder for them to benefit from these changes. How can we incorporate these new inequalities that come with it into your plan, or this plan overall? Thank you.
Thank you. Thank you for your question. Je vais parler en français pour tout le monde. Et vous comprenez le français? D'accord. Et la question aujourd'hui, en fait, elle est un peu complexe sur les changements de modèle, en fait. Ce que vous touchez là, c'est quelles sont les conditions qui peuvent amener à changer un modèle qui est plus qu'une forme urbaine. C'est-à-dire que, de notre point de vue, j'exprime ma recherche, et on a souvent considéré la ville soit sous un angle productif, donc ce qu'Emmanuel évoquait, avec l'économie, son attractivité, attirer des capitaux, attirer des investisseurs, la concurrence entre les villes. En Europe, j'ai fait un aparté, et très exacerbé par la sortie de l'UK de l'Europe. Donc, la délocalisation de l'UK a attiré les capitaux, des institutions européennes qui étaient là-bas. Donc, il y a tout un volet économique. Ou alors, de l'autre, une vision souvent très écologique de la ville, une ville très verte, une ville qui offre une décarbonation très poussée. Et donc, on voit apparaître des offres politiques comme celle de Bordeaux, comme celle de Lyon, comme celle de Poitiers, qui sont très portées par un discours écologique, mais qui très vite rentrent en contradiction par rapport à votre question avec une approche économique, souvent sont orthogonales. Et donc, ça produit des espèces de difficultés opérationnelles sur la forme de la ville. Et il faut dire que dans certaines villes, je vais parler en France, on prend une moyenne ville, comme Bordeaux ou comme Toulouse, deux villes que je connais très très bien. Je prends Toulouse, comme ça, ce n'est pas forcément un maire écolo, c'est plutôt un maire des droites, Jean-Luc Boudinck, mais qui apprécie beaucoup nos travaux et qui veut implémenter les proximités. On peut dire très facilement, dans une ville comme Toulouse, il fait beau, c'est pas loin d'Espagne, c'est pas loin de la mer, c'est pas loin de la montagne, tout est à 1 heure. On a une fraîcheur de vivre. Mais la manière comme l'économie et la production s'est installée dans la ville a créé des poches, puisque c'est l'aéronautique, c'est dans des lieux très précis. Et donc, beaucoup de gens travaillent là-bas et aller travailler les matins à Toulouse, c'est 45 minutes en voiture. C'est l'horreur. Et des choses qu'on n'attend pas d'une ville qui offre ces douceurs de vivre. Donc, par rapport à votre question, moi, ces projets-là n'a de sens que s'il est vraiment porté comme un projet politique par un maire, par les autorités administratives, par ceux qui ont le pouvoir de faire quelque chose que les anglo-saxons n'aiment pas beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes anglo-saxon ou pas, mais la régulation. Donc, quand je dis régulation en UK, aux États-Unis, quasiment comme traite des communistes immédiatement. Là, voilà. Puisque on laisse souvent au privé les soins de façonner en quelque sorte la ville. Et les pouvoirs donc, du maire, je travaille actuellement à New York avec le gouverneur et les maires, Eric Adams, ils ont créé une commission internationale pour réfléchir sur quoi faire avec Manhattan et tous ces tours, dans lesquels il y a de moins en moins qui viennent pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure, et il faut réinventer des choses. Et à chaque fois que j'ai dit il faut que la politique de la ville ait une politique régulatrice par rapport au loyer plus bas, à donner des subventions pour attirer certains métiers, encourager. Régulation, j'ai l'impression d'avoir pris ma carte au Parti communiste à l'époque des macartismes, quasiment, parce que. Mais je pense que ces projets, très sincèrement, c'est un projet qui doit être porté par une politique d'un maire, d'un président des métropoles, par une gouvernance locale. Si ces projets n'est pas porté par une gouvernance locale et est laissé uniquement aux mains du privé, on va assister à un effet contraire, on va assister à une gentrification. On va construire un quartier ici très complet et on va laisser des quartiers qui ont moins de revenus et donc moins de pouvoir d'achat et moins de pouvoir d'investissement péricliter. Et c'est un peu le risque.
c'est un peu à double tranchant. Si ce n'est pas un projet politique porté par une gouvernance locale, les risques que les privés le prennent et qu'ils s'intéressent à une partie de la ville et pas à une autre partie de la ville, il est plus important. Quand on arrive à les faire en tant que projet politique d'une ville, à ce moment-là, on peut discuter avec des secteurs privés et on peut trouver de manières de mixer les points de vue pour aller vers de nouveaux modèles économiques. C'est un peu compliqué, mais c'est un peu la porte de sortie de mon point de vue.